Bon, on va donc commencer la soirée. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Clément Jacquemoux pour cette soirée. Alors, il a entre autres fait un livre très très fondamental que voici sur les Altaïens. Et donc, il va nous développer ce travail à travers les présentations propres autour d'horizon des pratiques religieuses dans l'Altaï russe. Donc, je lui laisse la parole et c'est à lui maintenant d'assumer la soirée. Et c'est un livre de la Fondation culturelle du musée Barbey-Muller Également. également aussi. Ok, super. Bah, merci, merci François, merci Adrien, à la fois pour présenter mon travail, mon livre, et puis pour votre invitation à intervenir ce soir au Toit du Monde. Donc, Adrien, c'est toi qui enregistre, hein, c'est bon. On est C'est bon. d'accord? Ok, Bon. super. Du coup, je fais le partage d'écran, je vais disparaître. On a fait le test, je disparais, mais vous verrez le PowerPoint. Alors, je vous demande une petite seconde. Hop, hop là. Ça va arriver, normalement. Voilà. Bon, bah alors, si tout est bon, si vous voyez la première page du PowerPoint, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Clément Jacquemoux, je suis anthropologue, c'est-à-dire que mon activité professionnelle consiste à étudier l'être humain et les groupes dont il fait partie sous leurs différents aspects socioculturels. Et je travaille depuis l'année 2005 avec un groupe ethnique de Sibérie du Sud qui est appelé les Altaïens. Et je m'intéresse aux rapports qu'ils entretiennent entre leurs pratiques religieuses et leurs pratiques musicales, narratives, culinaires, etc., corrélées à la question de l'identité en contexte post-soviétique, puisque l'Altaï se trouve pour partie en Fédération de Russie. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur la situation géographique de cette chaîne de montagnes. Toujours est-il que pour mener à bien mes recherches, j'ai vécu 3 années dans l'Altaï russe, à partager le mode de vie de ces autochtones et à enquêter sur leur représentation et leurs pratiques. Donc, comme l'indique le titre, j'entends dans mon intervention de ce soir interroger les multiples pratiques religieuses qui ont cours et ont eu cours dans la partie russe de l'Altaï et qui relèvent de ce que l'on nomme communément le chamanisme. Le questionnement du chamanisme, au singulier, au chamanisme au pluriel, qui apparaît dans le titre, suggère qu'un glissement s'est opéré historiquement, que le chamanisme a potentiellement évolué vers une pluralité de formes religieuses qui lui sont apparentées. La première idée sous-jacente qui accompagne ce retour réflexif sur les pratiques est de se demander quel rôle ont joué sur cette évolution les courants religieux présents sur le territoire altaïen au cours du temps. Autrement dit, dans quelle mesure les pratiques sont-elles le résultat d'interactions successives? Comme je le mentionne dans le résumé de mon intervention, le sud de la Sibérie, et en particulier l'Altaï, est connu pour être l'un des berceaux du chamanisme. Mais l'Altaï, c'est aussi, depuis toujours, un carrefour d'échanges culturels. Donc, situé au cœur des échanges marchands, il a constitué le point de départ et d'arrivée de grandes conquêtes territoriales. Le brassage des populations a mené également au brassage des idées et des représentations, et les pratiques locales ont été au contact de nombreuses religions venues d'ailleurs, telles que les christianismes, au pluriel bien entendu, le bouddhisme, l'islam, etc. Donc cette situation de carrefour et d'effervescence religieuse a mené à ce que l'historien américano-russe Andrei Znamensky attribue à l'Altaï le surnom de Palestine de l'Asie.
Donc, ce que je souhaite mettre en lumière ce soir, ce sont certains éléments saillants du chamanisme altaïen et questionner comment ces éléments permettent de parler de chamanisme. Une hypothèse peut-être encore plus impertinente sera de se demander s'il est encore possible de ranger les pratiques contemporaines sous l'étiquette de chamanisme. Mais bon, avant d'en arriver là, je propose une petite excursion dans l'Altaï. Du point de vue géographique, l'Altaï est une région montagneuse de Sibérie méridionale, qui est aussi le point de rencontre des frontières de la Russie, de la Mongolie, de la Chine et du Kazakhstan. Comme vous le voyez sur cette carte, l'Altaï, c'est aussi aujourd'hui, administrativement parlant, une république autonome en Fédération de Russie. Elle abrite le peuple des Altaïens et ses autochtones, avec leurs 70 000 représentants, constituent environ un tiers des habitants de la République, qui est majoritairement peuplé de Russes. Le peuple altaïen est en réalité un ensemble de plusieurs groupes de population turcophones qui se distinguent par leur environnement de résidence et, dans une moindre mesure de nos jours, par le mode de subsistance qui en découlait. Nous rencontrons donc les Tchelkanes, les Koumandines et les Toubalars, en orange, marron et bleu sur cette carte, qui sont d'anciens peuples chasseurs et cueilleurs et pêcheurs des denses forêts du nord de l'Altaï. Voici un petit peu à quoi ça ressemble le nord de l'Altaï chez les Tchelkanes en hiver. Par contraste, les Téléoutes, qui sont si peu nombreux dans la République qu'ils n'apparaissent pas sur la carte, et ils résident d'ailleurs aussi plutôt dans les régions voisines, que sont le territoire de l'Altaï et le territoire de Kemerovo. Donc les Téléoutes, les Altaï-Kiji, littéralement les gens de l'Altaï, ou qui sont les Altaïens proprement dits, parce qu'ils sont les plus nombreux avec plus de 65 000 représentants. Donc les Téléoutes, les Altaï-Kiji et les Télenguites sont quant à eux d'anciens peuples éleveurs qui vivent dans les steppes et les montagnes à la forêt clairsemée du sud de l'Altaï. Donc je remets la carte rapidement, en rose et en vert pour les Altaï-Kiji et les Télenguites. Et ces Altaïens du sud, leur mode de vie est plus proche de celui de leurs voisins mongols, puisqu'ils sont, comme je le disais, éleveurs. Et ils ont eu également avec ces voisins mongols d'intenses échanges tout au long de l'histoire. Donc voici également un petit peu le relief de l'Altaï du Sud, plus en altitude, avec des forêts, des montagnes moins couvertes de forêts et des forêts moins denses. Tous ces groupes de population ont en commun une vision du monde dans laquelle la nature environnante est peuplée d'esprits. Et autour de ce monde caractérisé de monde du milieu ou de monde des humains, se situent les mondes d'en haut et d'en bas, où résident les divinités, et nous y reviendrons. Le chaman est le spécialiste religieux qui est capable d'interagir avec ces entités spirituelles et ou divines en faveur de sa communauté. Il ou elle, puisque ça peut être une femme, est donc l'intermédiaire entre les humains et les esprits. Je ne vais pas revenir en détail sur la fascination qu'a très tôt exercée pour les Européens le personnage du chaman, on en a parlé en décembre. Je rappelle brièvement que dès leur arrivée dans ces contrées immenses de la Sibérie, les premiers voyageurs venus d'Europe ont été partagés entre stupeur et incompréhension, attrait et aversion lorsqu'ils en ont rencontré. Les premières descriptions ethnographiques des chamans dans le sud sibérien datent du XVIIIe siècle et elles sont empreintes d'objectivité. Les observateurs guillemets, éclairés, cherchant à démystifier les capacités, les actions de celui qu'ils considèrent au mieux comme un imposteur. Donc on peut voir un petit peu l'effroi suscité par le chaman sur cette gravure du XVIIIe siècle. 19e, pardon.
Cette subjectivité imprégnera également les travaux des ethnographes qui feront suite à ces premiers voyageurs et qui sont les missionnaires orthodoxes. Malgré l'intérêt que portaient ces missionnaires orthodoxes au mode de vie des autochtones, au point d'apprendre leur langue, ils condamnaient fermement leurs pratiques rituelles et leurs représentations qu'ils lisaient au prisme du christianisme. De là naît une première difficulté qui est la nécessité de nous appuyer avec la plus grande précaution sur les données que nous ont laissées ces premiers ethnographes au sujet du chamanisme. Alors, en quoi consistent les pratiques et les représentations du chamanisme? Robert Hamaillon, anthropologue spécialiste du chamanisme sibérien, a proposé une théorie du chamanisme sibérien à partir des pratiques des sociétés de chasse et qui consiste en l'existence d'une relation d'échange entre les humains et les esprits donneurs de gibier et qui obéit à des règles de réciprocité comparables à l'échange matrimonial dans l'exogamie clanique. L'alliance symbolique du chaman avec l'esprit donneur de gibier autorise la circulation de chair et de force vitale entre les protagonistes, les humains et les esprits en l'occurrence, et le chaman doit se soumettre à cette alliance symbolique afin de pouvoir agir pour le bienfait de sa communauté. L'idée est qu'à un moment, l'humain doit payer, rendre la chair qu'il a consommée. Le chaman est alors là pour assurer à son groupe la promesse de gibier durant la chasse, mais aussi pour retourner le plus tardivement possible aux esprits cette chair qu'ils consommeront sous la forme de la force vitale des humains et qui est aussi consommée par les esprits dans la maladie et dans la mort. Donc cette logique d'échange, de don contre don, fait intervenir d'autres acteurs dans les sociétés fondées sur l'élevage, telles que celle des Altaïens. Là, les esprits des ancêtres sont vénérés car ils sont à l'origine de la transmission du cheptel et ils veillent sur un territoire, certes peuplé d'une multiplicité d'entités spirituelles, mais dont le droit d'usage est également le fruit d'un héritage. Comme le dit Robert Hamaillon, je la cite, « La transmission des troupeaux et des pâturages rend essentiels les ancêtres dont on descend et dont on dépend. » Fin de citation. Le chaman intervient alors pour rendre hommage à ces esprits des ancêtres au cours de rituels saisonniers collectifs, pour obtenir la bienveillance de ses ancêtres pour la saison à venir et pour assurer aussi des rituels de cure. En revanche, il n'est pas le seul à être en mesure d'intercéder auprès des esprits. Il partage cette capacité avec notamment, et c'est là où c'est le point le plus important, des descendants de ses ancêtres, c'est-à-dire les autorités claniques, c'est-à-dire les anciens du clan. Dans cet univers qui est perçu comme vertical et hiérarchisé, le chaman doit obéir au chef de clan. Et j'ajoute que dans la mesure où le clan constitue le groupe exogame le plus grand en rassemblant des individus qui se considèrent comme descendants d'un ancêtre commun en filiation patrilinéaire, selon la définition d'Evans Pritchard, les femmes étaient généralement exclues des cérémonies claniques au cours desquelles étaient réalisés des sacrifices à l'intention des ancêtres. Alors, je crois que j'ai quelques photographies de ces rites sacrificiels. Au XIXe siècle, donc, plusieurs ethnographes dans l'Altaï rapportent que la vision du monde autochtone repose sur cette division tripartite de l'univers que j'ai précédemment évoquée rapidement. Donc, le monde du milieu, où résident les humains, le monde d'en haut, où résident les esprits, entre guillemets, purs, et auxquels sont associées les divinités claniques, et le monde d'en bas, qui est le lieu de résidence des esprits néfastes et de la divinité Erlik, qui règne sur le royaume des défunts. Toutefois, certains auteurs le disent eux-mêmes, bien qu'ils aient rencontré des chamans, ceux-ci n'ont pas souhaité leur parler. Leur seul espoir reposait sur des chamans convertis au christianisme, qui d'ailleurs ne répondirent que timidement à leurs questions.
Cette description de l'organisation de l'univers a donc été basée sur des légendes, des contes, des récits et des chants. Au même moment, dans les mythes rapportés par le missionnaire Vassili Verbitsky, l'image de l'ange déchu se dévoile en filigrane de la divinité malfaisante du monde d'en bas, Erlik. Les ethnographes, explorateurs et voyageurs qui avaient auparavant écrit sur les autochtones de l'Altaï n'avaient pas mentionné Erlik comme une divinité souterraine. Cette vision apparaît assez tardivement et notamment avec les écrits de Verbitsky. Donc on peut supposer que la vision du monde tripartite, définie sous la forme d'un monde souterrain et infernal opposé à un côté céleste, bienfaisant et un monde intermédiaire au monde des hommes, peut s'inspirer de la Bible et la Bible professée par les missionnaires. Et cette vision s'est solidement maintenue au cours du temps, malgré les éléments nouveaux qui pouvaient la récuser, notamment les travaux des ethnographes successifs au cours du XXe siècle. D'un autre côté, le bouddhisme tibétain, dont nous savons qu'il a touché l'Altaï sans toutefois parvenir à s'y implanter, a également pu jouer un rôle. Comme le dit Rolf Alfred Stein, je le cite, « Les Tibétains conçoivent trois mondes étagés, le monde souterrain des Klus, les divinités chtoniennes aquatiques, le monde des hommes et le monde des dieux, reliés par une échelle. » Fin de citation. Rappelons finalement que les kurganes, ces tumuli funéraires datant de l'époque scythe et qui sont très nombreux dans l'Altaï, ont révélé que les relations commerciales étaient très fortes entre les populations locales et leurs voisins. Ainsi, on suppose que l'or exhumé des tombes de Tilla Tepe en Afghanistan provient de l'Altaï, l'Altaï qui était situé lui-même sur une branche septentrionale de la route de la soie. Donc les échanges ont très bien pu dépasser le cadre uniquement matériel et les influences réciproques ont pu également prendre corps dans la vision du monde. D'où ces échanges et que le bouddhisme a très bien, la vision du monde du bouddhisme a très bien pu toucher l'Altaï. Donc il faut noter aussi en ce sens qu'une des dénominations employées pour désigner la divinité suprême en altaïen, le terme Kudai, et qui a été utilisé par les missionnaires orthodoxes dans leur traduction de la Bible en altaïen pour désigner Dieu. Pour bon nombre de chercheurs, ce terme Kudai est originaire du persan Hoda, Hudai, qui signifie divinité. Donc, avec un collègue, on a publié un article essayant de retracer l'origine de ce terme, voir s'il y avait d'autres explications, et finalement, on reste sur son origine persane. Donc, tout cela me mène à dire que cette vision du monde tripartite peut être largement discutée et l'orientation peut d'ailleurs nous renseigner sur la manière finalement dont les peuples altaïens perçoivent leur environnement immédiat. Alors, l'Est, la direction du soleil levant et sur laquelle s'ouvre la yourte, est associée à la vie, à la fertilité. C'est de l'Est que proviennent les esprits et les divinités bienfaitrices que l'on invoque, et c'est vers l'Est, le corps et le visage tournés dans cette direction, que l'on fera les gestes d'offrande à leur intention, donc des libations, des fumigations. L'Ouest est quant à lui la direction des vents violents, du mal, des ténèbres, de la mort, là où se trouve le monde d'Erlik, et où doivent se rendre les âmes des défunts. Dans les épopées, les ennemis du héros sont tous originaires de l'Ouest. Sachant que le chaman rend visite à certains esprits qui résident au sommet des montagnes, l'hypothèse d'une surinterprétation par les premiers ethnographes de cette orientation, c'est-à-dire
voyant dans l'Est un haut et dans l'Ouest un bas peut être proposée. J'ajoute que cette orientation, elle entre aussi en correspondance avec la déclivité des deux principales rivières qui coulent en Altaï, la Katoun et la Tchouï, qui de leur source à l'est, en amont, s'écoulent vers l'ouest, en aval. Donc, on assiste là à une forme de verticalisation qui intervient dans un second temps, et l'idée de mondes étagés peut être perçue comme une construction qui est consolidée par l'influence des différents courants religieux en présence dans l'Altaï, que j'ai précédemment cités, donc le bouddhisme, puis le christianisme, et qui a été plaqué sur cette conception de l'espace entre l'Est et l'Ouest. Au début du XXe siècle, l'ethnographe Anorin précise, en parlant des groupes d'éleveurs du Sud, que seuls leurs chamans avec costume sont capables de se rendre dans le monde d'en bas et de formuler leurs requêtes auprès de la divinité Erlik. Les chamans sans costume, quant à eux, ne peuvent effectuer des rituels qu'à destination des divinités et des esprits purs du monde d'en haut. Alors cette précision d'Anorin nous indique que coexistent deux types de chamans dans l'Altaï, les chamans avec et les chamans sans costume. Un critère déterminant dans la caractérisation du chaman et sur lequel les premiers voyageurs en Sibérie avaient porté leur attention concernait son vêtement et ses attributs rituels, le tambour et son battoir en premier lieu. Je ne vais pas revenir sur la procédure d'attribution de ces éléments aux chamans, mais il semble alors évident que dans l'Altaï, il conditionne la capacité à mener certains types de rituels. Et là, on peut se rappeler ce que j'ai cité plus tôt, comme quoi le chaman était en concurrence avec les chefs de clan pour la réalisation de ces rituels saisonniers destinés à s'adresser et à demander la bienveillance des ancêtres du clan. Donc, est-ce que les pratiques des ancêtres du clan seraient celles de chamans sans costume? Donc, c'est une question voilà, qu'on peut se poser. Dans l'Altaï, poursuivons notre voyage dans le temps. À partir de 1904, la vision du monde autochtone prend une dimension totalement verticale avec l'apparition d'un millénarisme messianique de grande ampleur. Celui-ci, nommé burkhanisme dans l'ethnographie russe, du nom de la divinité suprême qui est alors vénérée et qui est nommée Burkhan. C'est un terme qui signifie divinité, image de divinité ou Bouddha en mongol. Ce mouvement possède vernaculairement le nom de Artiang, qui signifie la manière de faire ou la voie blanche. Cette caractérisation vernaculaire de voie blanche sous-entend le côté positif et la pureté des pratiques du fait de l'emploi de produits tirés du lait, donc purs, et du refus des sacrifices sanglants. Les pratiques au sein de l'Artiang, entre guillemets, originel, puisqu'on verra plus tard ce qu'il y a comme autre Artiang, se plaçaient ainsi en contrepoint des pratiques chamaniques qui ont, à partir de ce moment-là, été caractérisées de Karatiang, la manière de faire noire, du fait de leur rapport avec ces choses noires qu'étaient les entités spirituelles considérées comme néfastes. Le courant religieux Artiang se comprend avant tout comme une réaction des autochtones à l'incapacité des chamans à faire face
à l'avancée des colons et des missionnaires russes. Je dois avoir un diapo sur les missionnaires et les colons. Les chamans ont été poussés à brûler leurs attributs rituels, leurs costumes et leurs tambours, ce qui explique aussi la rareté de tels artefacts qui proviennent de l'Altaï aujourd'hui. Le mouvement religieux, donc à cette époque pré-révolutionnaire, s'est également opposé au bouddhisme tibéto-mongol, qualifié de manière de faire jaune, du nom de la couleur des bonnets des lamas. Lamas qui étaient également de plus en plus nombreux à passer la frontière avec la Mongolie et à venir prêcher dans l'Altaï. Et le mouvement s'est également opposé au processus d'évangélisation des missionnaires orthodoxes qui a accompagné cette colonisation par les Russes. Dans leurs prières, les autochtones clamaient l'émancipation de la tutelle tsariste et également l'avènement du règne de la divinité Burkhan. Parallèlement, le burkhanisme a jeté les fondements d'une unité ethnique des différents clans et présentait l'Altaï comme un paradis. L'analyse des rituels de l'Artiang a pu mettre en évidence le dialogue qui s'est instauré entre ces différents courants religieux, bouddhisme, christianisme, chamanisme. Et notamment, en miroir du christianisme orthodoxe, une tendance au monothéisme s'est faite jour. Un clergé a été mis en place au sein d'Artiang, avec à sa tête des prêtres chargés du culte. Alors ces prêtres s'appelaient les Tiarlekchi, un terme qui signifie les messagers, un terme d'origine mongole, messagers qui menaient les rituels tout en étant en interaction avec les entités spirituelles et messagers qui étaient aussi parfois d'anciens chamans. Alors ces prêtres officiaient vêtus de chemises ou de vestes blanches et l'accessoire principal dont ils usaient était une branche de genévrier. Par ailleurs, de nombreux éléments provenant du bouddhisme ont été intégrés à l'Artiang et ont pris un sens nouveau. Les savoir-faire rituels ont donc été réinterprétés. Alors là, on voit sur cette diapo, quelques photographies qui montrent des rituels d'Artiang effectués au début du XXe siècle et des gravures également qui montrent ces prêtres burkhanistes. Et puis un dessin qui montre l'arrivée du burkhan blanc pendant une prière sur son cheval. L'année qui est généralement retenue pour l'avènement du burkhanisme dans l'Altaï est 1904. C'est une date qui marque surtout l'instant à partir duquel les autorités russes ont pris conscience de l'ampleur du mouvement parmi les autochtones. Ces autorités russes prennent rapidement des mesures et arrêtent les meneurs présumés du mouvement lors d'un rassemblement qui a lieu le 21 juin 1904. Au cours du jugement qui a lieu 2 ans plus tard, il y a des livres en mongol et en tibétain qui ont été confisqués lors de l'arrestation et qui sont présentés comme pièces à conviction. À l'instar de nombreux autres mouvements religieux ailleurs dans le monde, on voit ici que l'écriture a pris dans l'Artiang, dans le burkhanisme, une importance primordiale. Les livres étaient en effet employés dans les rituels. L'ethnographe russe Danilin, qui fréquente la région à la fin des années 1920, indique que les adeptes les mettent en contact avec le front et la poitrine. Ce faisant, ils accèdent au sens contenu dans l'écrit. Par ailleurs, les livres sont parfois placés à l'intérieur des autels de pierre burkhanistes, donc les autels sur lesquels
des bûchers sont allumés, comme on peut le voir sur la photographie entre deux bouleaux. Donc là, sur la photo, c'est sur un morceau de tronc, de bois, mais sur le dessin, on voit que les autels sur lesquels sont les bûchers sont constitués d'empilements de pierre. Donc cette pratique d'insérer des livres à l'intérieur des autels de pierre renvoie à la pratique bouddhique d'insérer des reliques sacrées dans les stupas. Toutefois, la présence, parmi les livres confisqués et présentés durant l'audience, d'un traité sur l'ensemencement des pommes de terre nous confirme que ce n'est pas tant la signification de l'écrit, des écrits, que les livres en tant qu'objet qui importe aux adeptes bouchranistes. En effet, à l'époque, rares sont les autochtones qui sont alphabétisés. Mais comme dans de nombreux autres mouvements religieux de par le monde, il n'est pas rare que des textes incompréhensibles ou peu compréhensibles soient sacralisés. Alors, comment expliquer que ces supports écrits aient été sacralisés et qu'est-ce qu'ils ont signifié pour les adeptes du bouchranisme naissant? Pour les autochtones de la fin du XIXe siècle, l'écrit représente avant tout un savoir et par extension un pouvoir. Le savoir qui est contenu dans les livres se révèle non seulement inaccessible à la majorité des Altaïens, mais il est surtout concentré entre les mains d'individus qui sont associés à l'autorité. Alors on est, outre les riches Altaïens qui possèdent quelques ouvrages et notamment qui leur ont été transmis par les lamas bouddhistes venant de Mongolie. Alors, outre ces riches altaïens, ce sont surtout les missionnaires orthodoxes qui détiennent les livres, ainsi que quelques vieux croyants et marchands russes. Donc, comme le précise l'anthropologue Agnieszka Halemba, le lama mongol ou le lama bouddhiste est dans l'imaginaire populaire un personnage dont le livre répond à toutes les questions que peuvent se poser les profanes. À partir de là, on peut supposer qu'il en va de même vis-à-vis du livre des représentants de l'Église orthodoxe. Les représentations altaïennes de l'époque étant quant à elles caractérisées par une absence de savoir dogmatique et de cosmologie stable, le chamanisme se fonde en effet sur les idées de mouvement et de changement et sur des expériences personnelles avec le monde des esprits. Alors à partir de là, le savoir diffusé par l'écrit, donné comme indiscutable, fait figure d'autorité. Lui est également rattachée l'idée d'altérité. À la fin du XIXe siècle, les autochtones sont inscrits malgré eux dans une lutte pour la mainmise sur le territoire face aux immigrants russes, et ces derniers, récemment émancipés du servage en Russie européenne, cherchent des terres où s'installer. Donc attirés par les immensités vierges de la Sibérie et en particulier par l'Altaï, ils repoussent toujours plus loin dans les montagnes ces autochtones qui leur cèdent le pas. Donc employés par l'administration russe et par un mouvement religieux engagé dans une concurrence féroce avec le chamanisme, l'écrit donne une longueur d'avance aux colons et peut être perçu comme un outil de domination sociale. En reprenant les mots de Pierre Deléage, nous pouvons dire que la récupération du support écrit dans le bouchranisme confère donc une autorité associée aux Russes à un discours rituel qui, par ailleurs, faisait l'objet d'une transmission purement orale. Donc, dans cette double rivalité spirituelle et territoriale, l'appropriation par le plus faible des belligérants des ressources de son adversaire peut être aussi perçue comme une réaction d'autodéfense, selon les termes de Scott. Donc cette réaction correspond également au besoin de se penser sur un pied d'égalité avec une culture voisine, lettrée et hiérarchisée. Plus généralement, dans le cadre des messianismes, les prophètes conçoivent bien l'intérêt que pouvaient revêtir les livres afin de renforcer
l'autorité et donc la diffusion et la pérennité de leurs innovations rituelles. Donc, dans un contexte où l'alphabétisation et la conversion religieuse étaient menées de pair, et où, selon la formule de Lucien Lévy-Bruhl, apprendre à lire revenait à se convertir réciproquement, et avant même la période soviétique et les répressions religieuses qui la caractérisent, on constate donc que le chamanisme altaïen, dans une forme entre guillemets pure, était déjà en net recul dans l'Altaï, que des pratiques nouvelles étaient apparues, inspirées des pratiques d'autres mouvements religieux ou alors des détenteurs de l'autorité. Je propose de continuer notre cheminement dans le dédale des pratiques relevant du chamanisme altaïen et d'observer ce qu'il en a été et ce qu'il en va dans les processus contemporains. Avec le retour du religieux, qui caractérise la société post-soviétique, la République de l'Altaï compose désormais une mosaïque de mouvements religieux en concurrence les uns avec les autres. Les christianismes orthodoxes et évangéliques, le bouddhisme tibéto-mongol et les néo-chamanismes. Je qualifie comme telles les pratiques de quelques spécialistes qui revendiquent agir individuellement à la manière des chamans d'avant la période soviétique et qui proposent principalement des rituels de cure à tout moment de l'année et à toutes sortes de patients autochtones, russes ou étrangers de passage dans la région. Jamais ces spécialistes rituels ne se déclarent ouvertement chamans, il faut le dire. C'est un statut qui leur est parfois attribué par les personnes qui les ont consultés, qui peuvent être des Russes notamment. À ce terme de chaman, dans l'Altaï, il faut dire que de manière vernaculaire, le terme chaman n'existe pas, c'est un terme importé, comme il l'est en Occident, parmi nous, voire de manière globale. Dans l'Altaï, les chamans étaient nommés par le terme kham. Et la plupart des Altaïens disent aujourd'hui, en parlant des chamans, que ce terme kham ne désigne que les grands chamans et que ceux-ci ont depuis longtemps disparu. Donc, qu'il n'y aurait pas de kham aujourd'hui dans l'Altaï. Notons cependant que l'ethnographe Grigori Potanine avait déjà rencontré dans l'Altaï une telle affirmation selon laquelle les grands chamans, les khams, avaient disparu déjà à la fin du XIXe siècle. Donc, en ce qui concerne le chamanisme contemporain dans l'Altaï et les chamans, il est difficile de pouvoir les caractériser comme tels. Et d'ailleurs, nombreux sont les Altaïens à les qualifier de charlatans. Du coup, c'est assez compliqué. On a des personnes qui certifient avoir eu des résultats en consultant telle ou telle personne, tandis qu'une autre personne dénigrera complètement les activités, les actions de tels spécialistes rituels. En parallèle de cela, depuis les années 2000, Artyang, donc la voie blanche, le bourranisme, renaît dans la République de l'Altaï sous la forme d'une organisation religieuse qui est placée sous l'autorité d'un leader unique. Les adeptes d'Artyang, du nouvel Artyang, ont repris le nom du mouvement originaire dont ils affirment remettre au goût du jour les représentations et les pratiques. Présent dans une dizaine de villages, le groupe organise des rituels collectifs
au moment des équinoxes. Ces rituels marquent l'entrée dans la saison chaude et l'entrée dans la saison froide et se veulent la réplique des pratiques de l'Artiang d'autrefois, qui s'inscrivaient elles-mêmes dans la continuité des rituels claniques des anciens groupes d'éleveurs de l'Asie septentrionale, destinés à attirer la bienveillance des esprits pour la saison à venir. Au cours des rituels, les disciples d'Artiang déclament ou chantent des textes et manipulent, comme on peut le voir sur ces images, des tapis de feutre brodés. La particularité de ces textes et de ces tapis réside dans le fait que les mots et les images qu'ils véhiculent ont été inspirés par les esprits. Alors en effet, les adeptes d'Artiang concèdent à certaines femmes la capacité de recevoir des informations de la part d'entités spirituelles, informations que ces femmes diffuseront ensuite dans et par delà du mouvement. La technique employée par ces femmes est une forme de médiumnisme. Elle se rapproche fortement de l'écriture automatique ou channeling, voire du dessin automatique en ce qui concerne les images qui seront ensuite brodées sur les tapis. Et donc, écriture automatique qui est une technique très en vogue dans le spiritisme et le New Age. Donc, les femmes médiums consignent d'abord les textes dans des cahiers, puis elles en publient certains dans les journaux du mouvement Artiang, comme on peut le voir ici, donc le journal Ene Altai, dans des ouvrages qu'elles éditent elles-mêmes ou sur Internet, comme on peut le voir également sur les photos, dans des blogs ou sur les réseaux sociaux Facebook, VK et Instagram. Les messages ici présentent l'Altaï comme un paradis écologique dont les habitants autochtones sont les gardiens. Les appels à la vénération de la nature dénoncent en filigrane la résolution politique locale de faire du tourisme la première ressource économique de l'Altaï et de l'orthodoxie et du bouddhisme les religions dominantes. L'articulation aux préoccupations écologiques globales, l'usage de termes dans ces textes issus du New Age, l'appui sur un lexique et des faits scientifiques qui sont le résultat de la politique athéiste, du matérialisme et du scientisme promus durant la période soviétique, tout ça, dans les textes, contribue à renverser les registres, à dépasser le savoir ésotérique des textes et à gagner en autorité. La prétention universaliste du mouvement Artiang transpire d'ailleurs au travers des textes que les esprits transmettent aux femmes en langue russe. Ces textes à thème religieux, qui sont créés sans contrôle de l'État, sont considérés comme dangereux par les autorités, et c'est ce qui a mené à l'interdiction du mouvement Artiang. Les textes jouent par ailleurs, selon les termes de mon collègue russe Dmitri Arziutov, un rôle missionnaire indigène au sein d'un marché du religieux qui est aujourd'hui globalisé. Les tapis de feutre, quant à eux, sont employés pour certains lors des rituels saisonniers, tandis que d'autres sont réalisés par une femme médium qui les expose lors de foires où elle en profite pour faire du prosélytisme. Leurs motifs à tous ces tapis se rejoignent en général. Ils sont généralement limpides et comme on peut le voir sur cette photo, ils représentent une vision idéalisée de l'Altaï, c'est-à-dire un paysage de montagne dans lequel une famille d'éleveurs vit dans son habitation traditionnelle, en harmonie avec une nature resplendissante, sous la bienveillance du ciel bleu, du soleil et de la lune. Alors vient ici la question, est-ce que ces femmes médiums seraient, dans une certaine mesure, les héritières contemporaines des chamans d'autrefois? On va essayer d'y voir plus clair. Dans la République de l'Altaï, les femmes sont bien plus impliquées que les hommes
dans le renouveau culturel et la transmission des savoirs et des techniques autochtones. Souvenons-nous que, comme ailleurs en Asie centrale et septentrionale, elles ont plus souvent que les hommes été les gardiennes des pratiques religieuses durant la période soviétique, en continuant de réaliser discrètement des rituels au sein de l'espace domestique. À la même période, les femmes se sont aussi énormément investies dans les maisons de la culture des villages, des institutions qui étaient au cœur de la politique culturelle soviétique. L'implication des femmes dans les maisons de la culture est encore de nos jours très forte. Elles y enseignent la langue vernaculaire, les chants, les danses, la couture, le travail du feutre, etc. Et elles organisent les fêtes qui jalonnent l'année. Parallèlement, le système soviétique s'est beaucoup appuyé sur les femmes pour russifier et soviétiser la structure familiale. En tant que victimes de l'oppression religieuse et d'une société perçue comme dominée par les femmes, excusez-moi, je dois reprendre. En tant que victime de l'oppression, je suis désolé, je dois interrompre 2 minutes, j'arrive. Pardon. Alors, je disais que le système soviétique s'est beaucoup appuyé sur les femmes pour russifier et soviétiser la structure familiale. Et en tant que victimes de l'oppression religieuse et d'une société perçue comme dominée par les hommes, les femmes ont figuré comme un prolétariat de substitution dans un contexte où il y avait peu d'ouvriers pour diriger la révolution. Donc c'est pour ça qu'à l'époque soviétique, les femmes ont été poussées à étudier et elles ont occupé la plupart des postes de fonctionnaires dans les villages. Donc ce qui était le cas à l'époque soviétique l'est toujours aujourd'hui dans les villages autochtones, sauf, comme toujours, comme à l'époque soviétique, en ce qui concerne les postes de direction. La situation a mené à ce que les femmes enseignantes et employées administratives sont devenues en quelque sorte aujourd'hui les dépositaires du savoir scientifique. Qui plus est, le contexte économiquement difficile accentue l'importance de ce statut nouveau des femmes en faisant de ces travailleuses les pourvoyeuses d'un revenu certes maigre, mais régulier pour leur famille, en regard des hommes dont les activités sont souvent liées à des besoins ponctuels de main-d'œuvre. Comme le dit ma collègue Virginie Watté à propos des femmes tchoukches, ces transformations importantes de la structure de la famille ont fait et font toujours des femmes l'élément moteur du changement. Donc à ce titre, il n'est donc pas étonnant que les innovations rituelles, telles que l'écriture inspirée, passent, de mon point de vue, par les femmes. Outre donner plus d'efficacité à leurs rituels, ces innovations introduisent des changements dans la vie des femmes, changements qu'elles perçoivent comme positifs. Ces innovations peuvent en effet être interprétées comme des stratégies individuelles de prise de pouvoir dans une société altaïenne toujours fortement patriarcale, et dans une plus large mesure, une société russe qui fait la part belle aux hommes. Ces innovations peuvent également être interprétées comme le résultat d'un choix actif après de nombreuses années à subir les décisions venues entre guillemets d'en haut, telles que la collectivisation, la sédentarisation. Et en outre, Artyang s'inscrit aujourd'hui dans la continuité d'un mouvement qui, à l'origine, le bourjanisme, se voulait initiateur de changement. Donc, en recevant les messages des esprits, les femmes médiums
d'Artian exercent donc une influence sur leur vie en tant qu'actant indirect, c'est-à-dire que les esprits leur fournissent les mots qui permettent à leur vie de changer dans le sens qu'elles espèrent. Cette volonté de changement se double d'une quête de reconnaissance individuelle qui se manifeste à travers les recueils de messages inspirés dont les femmes médiums financent personnellement l'édition, mais aussi par des prix et des distinctions qu'elles reçoivent lorsqu'elles participent à des concours de création littéraire et d'artisanat traditionnel. Donc là, en ce sens, la volonté de changement va de pair avec un processus d'individualisation et d'émancipation, une sorte de quête de soi qui rapproche sensiblement les médiums d'Artiang des chamanesses d'autrefois. Et puis, si l'on pousse plus loin encore la comparaison, on peut également les rapprocher des convertis au christianisme évangélique d'aujourd'hui. Du point de vue politique, pour de nombreux auteurs, les chamans ont toujours été considérés comme des obstacles à une structuration du politique. Il semblerait alors que le sexe prévalent des spécialistes rituels, tels que les chamans, dépend directement des stratégies de la structure politique des États-nations. Plus il y a centralisation hiérarchisée, plus les pratiques religieuses perçues comme transgressives passent aux mains des femmes. Comme le dit l'anthropologue Diana Riboli, l'exclusion des femmes de la vie économique et politique est contrebalancée par l'augmentation de leur pouvoir sur les plans spirituels et symboliques. Fin de citation. Pour poursuivre la comparaison avec les pratiques chamaniques que nous avons précédemment abordées, j'ajouterai qu'à la différence des hommes spécialistes rituels au sein du nouvel Artiang, hommes qui sont nommés dans leur statut de Tiarlerchi, de messagers, par le leader du mouvement, les femmes sont quant à elles invitées à ressentir les appels des esprits. C'est-à-dire qu'elles sont invitées à subir une élection comme les chamans d'autrefois. Cela me rappelle toujours l'élection par Dieu dans le christianisme évangélique, élection qui se manifeste par l'octroi de dons charismatiques par le Saint-Esprit, des dons charismatiques tels que la glossolalie ou la capacité de cure. J'ouvre une parenthèse, qu'est-ce que c'est que la glossolalie si ce n'est la réception de messages de la part de l'Esprit Saint? Je referme la parenthèse. Mes enquêtes au sein des groupes évangéliques dans l'Altaï m'ont permis d'observer que les femmes étaient aussi majoritairement les récipiendaires de ce type de dons charismatiques dans le christianisme évangélique. Mais revenons à Artiang. Plusieurs paradoxes émaillent toutefois de la nouvelle position de ces femmes médiums. Tout d'abord, bien qu'elles soient de manière effective les messagères du mouvement néo-bourjaniste, les femmes ne peuvent pas mener les rituels saisonniers collectifs, c'est-à-dire exercer la fonction de Tiarlirchi, ce terme qui, en altaïen, désigne les hommes qui dirigent les rituels d'Artian et qui signifie littéralement messager. Donc, en recevant les messages des esprits, les femmes et leur corps deviennent involontairement les récepteurs d'un savoir religieux, qui est ensuite manipulé par les hommes. Et bien que la plupart des adeptes dans les villages soient des femmes, il ne leur est pas donné la possibilité d'exercer pleinement une responsabilité à la hauteur de leur engagement dans ce nouveau système religieux. Ainsi, si les femmes parviennent à exercer certaines fonctions rituelles et à donner corps à leur volonté d'émancipation, ces activités demeurent toujours complémentaires à celles des hommes, voire leur sont subordonnées. C'est là aussi une caractéristique
du chamanisme féminin qui a été remarqué par de nombreux auteurs en Asie et qui est d'assumer un caractère moins élaboré, plus intime et pragmatique que le chamanisme masculin du passé. La quête de soi des femmes médiums passe aussi par leur participation à des concours, au cours desquels elles font la démonstration de leur talent d'écrivaine ou de brodeuse, concours que j'ai déjà évoqué précédemment. Ces concours sont des prolongements de la technocratie soviétique et à ce titre, il peut être pertinent de se demander si devenir récipiendaire des messages des esprits permettrait de justifier des choix de vie opposés aux normes de genre de la société, permettrait de transformer un comportement dissident en une position de pouvoir. Donc là, ce sont quelques jalons que je pose pour des recherches plus approfondies. Donc pour conclure, après ce rapide tour d'horizon de l'évolution des pratiques qui relèvent du chamanisme dans l'Altaï, on peut dire que le phénomène résiste quand même aux tentatives de catégorisation. L'évocation des anciens de clans qui sont à même d'effectuer certains rituels ou des chamans sans costume nous indique que le chaman, censé établir le dialogue entre les humains et les entités métaphysiques, se voyait entouré d'une multiplicité d'autres spécialistes doués de capacités similaires aux siennes et dont les modalités de communication avec les esprits venaient concurrencer ces pratiques à lui. Ces pratiques, on vient de le voir, elles ont évolué, elles ont intégré non seulement de nouveaux artefacts comme les livres, ou de nouvelles manières de faire comme l'écriture inspirée, mais aussi des représentations. Ces fruits de l'interaction entre les systèmes religieux, ces évolutions, nous montrent à quel point le chamanisme ou les chamanismes sont fluctuants, s'adaptent, mais surtout à quel point ils dépendent des contextes qui leur sont propres. Ce qui se déroule dans le chamanisme altaïen de nos jours est complètement différent de ce qui se passe dans la république voisine de Touva, comme c'est encore totalement différent de ce qui se passait avant la période soviétique. La réforme rituelle, en tout cas, je caractérise l'écriture inspirée des femmes d'Artiang comme une réforme rituelle, et qui est de nos jours exclusivement associée aux femmes, eh bien, elle est due tout autant aux transformations survenues dans la société autochtone au cours de la période soviétique, également qu'au processus de globalisation. Avec l'arrivée d'Internet, la possibilité de diffuser bien plus largement que simplement au sein du groupe religieux ses écrits, cette vision du monde. Donc, l'analyse également de ces textes qu'on a survolés, elle dévoile aussi les enjeux au cœur desquels se trouvent plongés les Altaïens, enjeux politiques, écologiques, territoriaux, identitaires, ce qui fait que l'écriture, replacée dans son contexte, se fait le révélateur des efforts contemporains de construction et de préservation de l'identité ethnique en Fédération de Russie. Donc tout ceci, de mon point de vue, contribue à ce que le personnage du chaman dans l'Altaï devient presque un personnage pluriel, mais en même temps mythique. Et il est nécessaire d'opérer une déconstruction de ce mythe pour replacer ces pratiques, les pratiques du chaman, dans le contexte qui lui est propre. Et c'est là-dessus que je termine et je vous remercie de votre attention. Merci Clément, c'était très intéressant. Donc, merci beaucoup pour cette présentation.
Et on va maintenant laisser la parole à des auditeurs qui pourraient éventuellement souhaiter te poser des questions sur le sujet. Avec plaisir. Moi, j'ai une question. Allez. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez évoqué les directions Est et Ouest pour les relier au monde d'en haut et d'en bas. Est-ce que vous pouvez nous parler des directions Nord et Sud? Nord et Sud, non, j'ai pas trop d'éléments au sujet de ces directions-là. Dans l'Altaï, on a vraiment l'Est qui fait, qui est la direction du Levant. Et après, le Sud a plus été... il y a eu un décalage côté mongol plutôt. On peut voir, enfin, dans les écrits que j'ai consultés, et puis on le voit aussi dans l'ouverture de la yourte chez les Mongols, qui est orientée en direction du sud. Il y a eu un renversement, comment on peut caractériser ça? Une rotation de quelques degrés du côté mongol pour faire du sud la direction propice. Mais à l'origine, chez les Turcs de l'Altaï, les Turcs anciens, c'est plutôt l'Est qui est la direction bénéfique et vers laquelle on se tourne et vers laquelle ils sont restés. Et le Nord et le Sud n'ont pas dans l'Altaï forcément de signification particulière. C'est vraiment l'Ouest et l'Est qui sont les directions prépondérantes. Merci. Pas de roue de médecine, donc pas de regard vers ces autres directions, quoi. Plus sur l'axe de... Non. Il y a, j'ai pas, enfin, en tout cas dans les représentations anciennes, il n'y a rien qui est associé à ces directions. Enfin, en tout cas à ma connaissance. J'ai pas le souvenir d'avoir lu à leur sujet. Et puis pour ce qui serait de la situation contemporaine, il faut mentionner qu'elle est très détériorée par rapport aux représentations d'autrefois, et notamment cette orientation qui est fortement associée à la déclivité des fleuves, des rivières, donc est-ouest, elle n'est plus... on peut la reconstruire à partir des textes, des légendes, des contes, des épopées, mais par contre, elle n'est plus présente de nos jours dans les représentations. Dans les représentations, il y a vraiment cette idée qui est répandue d'une verticalité de l'univers avec cette division tripartite. Monde d'en bas, monde du milieu et monde d'en haut. Mais c'est pour ça qu'il me paraît essentiel de revenir sur cette représentation originelle associée à la déclivité et à l'orientation pour montrer que la verticalisation, elle est aussi le fruit de ces interactions religieuses avec le bouddhisme et le christianisme ensuite. À ce propos, vous avez évoqué dans l'introduction l'islam également comme influence et on avait plus parlé. Alors, j'ai évoqué l'islam puisque l'islam est présent dans l'Altaï avec le fait qu'il y ait quelques Kazakhs qui vivent à la frontière mongole et également dans la capitale gorno-altaïsque. Et puis le fait que le Kazakhstan islamisé borde l'Altaï et que avant que les frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui soient délimitées,
les Kazakhs étaient juste de l'autre côté, les Kazakhs islamisés étaient juste de l'autre côté de la montagne, dans la vallée suivante. Donc, l'islam, il touche l'Altaï, mais on n'a pas de récits au niveau historique qui peuvent indiquer que les autochtones, les Altaïens, aient jamais souhaité se convertir à l'islam. Au contraire, même aujourd'hui, malgré la présence des Kazakhs, de ces quelques Kazakhs, l'islam est vraiment perçu comme une religion, bon, avec la situation actuelle, hein, et puis ce qui est raconté en Russie à propos de l'islam, qui parfois, qui n'en fait pas une religion pacifique. Du coup, les Altaïens ne sont pas du tout intéressés aujourd'hui par une conversion éventuelle à l'islam. Au contraire, ils revendiquent le fait de ne s'être jamais convertis, au contraire de l'ensemble des Turcs, de la grande majorité des turcophones. Et du coup, c'est ce qu'on peut dire au sujet de l'islam. Bon, quelqu'un a d'autres questions à poser? Oui, allez-y, Madame Pack. Votre micro, Madame Pack. Oui, j'ai deux questions. En tout cas, c'est très fascinant, la présentation. J'ai deux questions. Qui peut devenir le chaman? Quels sont les comment je peux dire? Quelles sont les caractéristiques et conditions pour devenir chaman? Et deuxième question, c'est les femmes sont exclues de économie et politique, mais cette exclusion augmente leur pouvoir dans le domaine spirituel. Il me semble qu'il y a un lien, mais je ne sais pas comment poser la question. Pourquoi les femmes sont exclues et qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que les femmes chassent? C'est quoi le rôle quotidien dans la vie des femmes? C'est ça ma question. Alors merci pour vos questions et également merci précédemment, monsieur. Alors, pour ce qui est de devenir chaman dans l'Altaï, eh bien, c'est comme souvent ailleurs, c'est le fruit d'une élection par les esprits. Donc, l'esprit, on dit, l'esprit électeur écrase le néophyte et ce dernier va devoir accepter ce don, cette élection, au risque d'en payer le prix de sa vie. Donc, cette élection se manifeste par une crise chamanique, donc, qui est caractérisée par des évanouissements, des crises d'épilepsie, des fuites dans la forêt. Voilà, jusqu'à ce que le néophyte accepte cette élection et se mette à chamaniser. Et puis également, cet état d'élection est aussi confirmé par un chaman déjà établi qui dira que c'est bien, qu'il est temps d'accepter ce statut. Donc ça, c'est un premier point. Donc après, on a la communauté qui va confectionner pour le chaman les différents attributs rituels, donc son costume, son tambour, à partir des directives que le chaman reçoit de l'esprit électeur. Et donc, il faut utiliser tel animal qui se trouve à tel endroit, il faut utiliser également tel arbre,
qui se trouve à tel endroit. Donc, la communauté tout entière va être investie dans la préparation, la confection des artefacts du chaman. Par ailleurs, le chaman a parmi ses ancêtres un chaman. Et ça peut être en ligne maternelle ou paternelle, c'est assez indifférent. Ça peut remonter à plusieurs générations, ça peut être un parent très éloigné, ce qui fait qu'on peut même dire que chaque Altaïen a parmi ses parents défunts des chamans aussi. Donc, ce qui manifeste vraiment l'état de chaman, ça va être cette élection. Ensuite, pour votre deuxième question, par rapport à l'exclusion des femmes de la vie économique et politique, qui est contrebalancée par l'augmentation de leur pouvoir sur les plans spirituels et symboliques, mais en fait, c'est dans ce contexte où il y a une forte hiérarchisation et centralisation du pouvoir au niveau de l'État. Et du coup, ces postes à responsabilité sont surtout occupés par les hommes et notamment, ça entraîne bien souvent l'éviction du chamanisme de la société, sa mise de côté. Les hommes, du coup, généralement, dans ces sociétés, et très souvent centra-asiatiques, n'occupent plus non plus le statut de chaman, et c'est là où les femmes le récupèrent. Après, ça fait opposition aussi à des sociétés telles qu'a pu telles qu'a pu les caractériser Roberta Maillon, ces sociétés de chasse de Sibérie, où alors là, la division des tâches entre les sexes aussi est moins hiérarchique aussi. Donc finalement, plus il y a dans les sociétés d'éleveurs, avec également cette centralisation politique, eh bien, on assiste parallèlement au sein de l'espace domestique vraiment une distinction, une séparation très forte des activités réservées aux hommes et celles réservées aux femmes. Et du coup, les femmes récupèrent les pratiques, entre guillemets, chamaniques pour augmenter un petit peu leur pouvoir symbolique par rapport à celui des hommes qui est très souvent effectif. Mais la crise spirituelle ne tombe pas sur les femmes. Si. Je vous dis ça parce qu'en Corée, ça peut tomber sur une femme ou homme. Et quand ça tombe, il faut accepter. Et il faut devenir chaman. Mais chez eux, ça ne tombe pas sur les femmes. Ah si, bien sûr, la crise, enfin l'élection par l'esprit peut tout à fait tomber sur les femmes. Ah oui, ça, il n'y a pas de distinction de sexe à ce niveau-là. Et dans ce cas, elle devient chaman? Oui. Bah, il faut qu'elles acceptent. Oui, c'est ça, il faut accepter. Donc, il y a des chamans. Oui, elles deviennent chamanes, et c'est ça le problème de la période soviétique. C'est qu'on a de nombreux récits en Sibérie et en Asie centrale de personnes, hommes ou femmes, qui n'ont pas voulu accepter le don pour les raisons de la répression religieuse et qui sont devenues des personnes soit qui en sont mortes, soit qui sont devenues folles. C'est ça. Oui. Donc, et voilà, de ce fait, d'avoir refusé le don, de ne pas avoir pu accepter cette élection. Au Népal, Clément,
Bon, il y a beaucoup de populations minoritaires qui pratiquent le chamanisme et il y a beaucoup de pratiques même au sein des mêmes populations. Et en fait, on se rend compte que les femmes peuvent devenir ânes, c'est-à-dire que les femmes ont accès à traiter avec les mauvais esprits. Elles ont toujours d'ailleurs eu ce lien avec les mauvais esprits, avec les sorcières, avec toutes ces attaques. Elles sont pour ça. En revanche, elles ne peuvent pas être l'officiant ou le chaman d'une cérémonie de la famille qui va se passer dans la maison, qui va appeler les ancêtres de la maisonnée. Ça, c'est pas possible. C'est ce que tu disais, d'ailleurs, ça se ressemble, tu disais, par rapport à ces femmes qui ne peuvent pas intervenir au sein de la maison, appeler les ancêtres. Et au Népal, en fait, on se rend compte que c'est par rapport aux liens matrimoniaux. C'est-à-dire que une fois que le jeune couple est marié, eh bien, la femme va habiter chez l'homme. Elle se déplace, elle quitte son village et elle va habiter chez l'homme. Elle va habiter dans la maison. Alors, normalement, on construit une maison à côté de ceux des parents ou des grands-parents, mais elle se déplace pour habiter dans la maison de l'homme. Et le fait qu'elle se déplace pour habiter dans la maison de l'homme fait de facto qu'elle ne peut pas appeler les ancêtres de la maison. Donc il y a ce lien aussi matrimonial qui joue un rôle conséquent sur sur la non-possibilité des femmes d'intervenir au sein de la maison et du ancêtre. Et moi je voulais te poser une question, j'en profite pour aussi réagir à ce que tu viens de dire si euh, j'aimerais avoir beaucoup plus d'informations sur ces chamans qui ont des costumes, ces chamans qui n'ont pas de costume, et ces chefs de famille qui peuvent officier aussi et appeler les ancêtres. Est-ce que ces chamans qui n'ont pas de costume, quelle différence tu fais entre ces chamans à costume et ces chamans sans costume? Est-ce que, par exemple, est-ce que celui qui est sans costume peut faire tambour? Est-ce que celui qui est sans costume peut intervenir dans la maisonnée pour appeler les ancêtres, mais peut aussi faire des soins d'attaque d'esprits pathogènes, etc. Et souvent, on voit que les officiants qui sont appelés chamans ou pas, ceux qui appellent les ancêtres, peuvent et connaissent les pratiques des chamans, mais que l'inverse, c'est pas forcément évident, que les chamans n'ont pas le droit d'accéder à la maison et des ancêtres. Alors, merci Adrien pour ces judicieux commentaires. La situation par rapport aux femmes et leur interdiction d'assister au rituel clanique dans l'Altaï, ça relève exactement de la même explication que tu viens de fournir, dans la mesure où la jeune fille, après son mariage, quitte la protection des esprits de son clan, de sa maisonnée, pour passer sous la protection des esprits du clan de son mari, mais qu'elle ne peut pas vénérer, étant originaire d'un autre clan. Après, les femmes avaient la possibilité de continuer à vénérer les esprits de leur propre clan, malgré qu'elles soient sous la protection des esprits du clan du mari. Mais du coup, on revient tout à fait dans le cas de figure que tu évoquais du Népal. Concernant les chamans avec et sans costume, en fait, là, je dirais qu'il y a deux processus qui ont lieu en parallèle. Il y a le processus lié à l'avènement du burhanisme, d'une part, et qui impose la destruction des artefacts de leurs attributs aux chamans, d'une part, et en plus lié à l'avancée du christianisme. Donc, ça, c'est notamment dans l'Altaï du Sud, mais dans l'Altaï du Nord, on avait déjà des chamans qui officiaient sans costume
le christianisme était présent là-bas depuis un peu plus longtemps que dans le sud. Mais est-ce que là, les données manquent pour savoir si l'absence de costume dans l'Altaï du Nord est liée, au christianisme ou alors, enfin, ce serait même pas lié au bourkhanisme puisqu'il a très peu touché l'Altaï du Nord. Euh, oui, Il y a non? une différence. Il y aurait, à ton avis, une différence de pratique. Le travail du chaman avec costume et le travail du chaman sans costume, c'est le même travail. Alors, c'est pas comme je l'avais évoqué au mois de décembre, et puis comme je l'ai rappelé brièvement ici, ou peut-être j'ai peut-être oublié de le mentionner, c'est que euh, les chamans avec costume peuvent se rendre dans le monde d'en bas et intercéder auprès de la divinité du monde d'en bas, Erlik. Les chamans sans costume ne seraient capables, n'auraient la possibilité que de se rendre auprès des esprits purs du monde d'en haut, c'est-à-dire ces esprits purs, les esprits des ancêtres et les divinités bienveillantes. Bon, après, ça, c'est un petit peu, je dirais, la lecture facile du truc, parce que finalement, on se rend compte que les divinités caractérisées comme bienveillantes dans certains écrits assez tardifs, finalement, si on remonte plus loin, elles ne sont pas forcément unilatéralement bienveillantes. Comme la divinité du monde d'en bas, Erlik, elle n'est pas malfaisante à tout Oui, point oui, de vue. ils sont toujours ambivalents, c'est sûr. Et Voilà. d'ailleurs, tu parlais de monde infernal dans les mondes souterrains, mais il y a plein de cosmogonies, notamment chez les Tchepang et d'autres, où les mondes souterrains sont la demeure des ancêtres. Et quand tu écoutes les chamans discuter et parler de leur monde souterrain, ce sont des grandes villes très propres, avec de larges rues, des poubelles, où les dieux, les grands dieux des religions hindoues et bouddhiques attendent sur des bancs, à côté des ancêtres Chepang. Enfin, tu vois, il y a toute cette vision des mondes souterrains qui n'est pas non plus infernale. Oui, tout à fait. En fait, c'est là encore où l'on voit le résultat de ces interactions religieuses, selon moi, notamment le christianisme en dernier lieu, et qui divise ces mondes et en fait comment dire, qui fait une division tripartite figée et qui assigne aux entités qui les peuplent soit une coloration positive ou négative. Donc, finalement, plus on remonte dans le temps, plus on essaye de trouver les sources qui pourraient nous présenter un chamanisme plus ancien que celui de ce qu'on a comme description du 19e siècle, eh bien, plus on voit que finalement, c'est pas si ambivalent, c'est pas si manichéen. Mais pour ça, du coup, les sources, elles sont assez rares et ce sont les textes épiques en langue vernaculaire, les légendes. Mais là-dessus, rares sont les anthropologues qui vont piocher là-dedans, creuser là-dedans. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est pas si tranché que ça. Merci. Si je peux me permettre. Bien sûr. Oui, merci. Alors, merci pour cette belle présentation. C'est vraiment très, très intéressant. J'ai énormément de questions, mais je vais me restreindre d'une manière plus ou moins violente là maintenant pour résister à ça, faute de temps. Évidemment, vous venez juste de mentionner, par exemple, les questions de légende et tout. J'ai vu dans votre présentation beaucoup de similarités avec les pratiques tibétaines non bouddhiques. Alors, par exemple, les tertres qui sont formés de pierre et tout, en général, ils sont mis, ça délimite un genre d'air sacré, si on peut dire. Et puis, et ce qui m'intéresse surtout, c'est la grammaire du rituel.
Et puis en particulier, par exemple, on sait que chez les Bumpo non bouddhiques ou les rituels non bouddhiques, les rituels en général commencent toujours avec la récitation d'une légende, parce que la légende elle-même, ça légitime, si on peut dire, la pratique que le chaman entreprend, si on peut faire et tout. Ça démontre aussi une genre de lignée chamanique ou lignée de révélation, un genre de panthéon et tout. Alors, je me demandais si vous aviez examiné justement ces mythes-là, les récitatifs qui sont faits pendant ou avant ou durant le rituel et tout. Enfin, c'est ma question pour l'instant. Merci. Je vous remercie beaucoup de votre question, oui, très, très intéressante. Alors, au niveau des rituels anciens, pré-soviétiques, j'entends, au niveau du chamanisme, le récit du chaman constitue en lui-même enfin, le voyage du chaman constitue en lui-même un récit. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Après, dans les premiers temps du burkhanisme, on a peu d'informations. On sait qu'il y a des légendes, il y a cette légende de la venue de la divinité Burkhan qui sauverait tous les Altaïens, qui a été créée et qui était récitée, mais je n'ai pas exactement les moments où elle l'était. Il y a d'autres. Le fait est que d'autres spécialistes rituels, tels que les chanteurs d'épopées, aient pu devenir les prêtres burkhanistes, mais souligne le fait que les récits épiques étaient très importants au sein de la société et au sein du religieux. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué cette fois-ci, mais ça avait été dit au mois de décembre lors de ma participation à la conférence organisée par François et Adrien. Les chanteurs d'épopée, leur pratique concurrence fortement celle des chamans à cette époque. Donc le chamanisme est déjà au XIXe siècle dans l'Altaï une institution qui est concurrencée de toutes parts. Donc ensuite, il y a le burkhanisme au début du XXe siècle, et de nos jours, eh bien, on a ces rituels néo-burkhanistes au sein de l'Artiang nouvelle version. Alors, il n'y a pas de légende qui est récitée en préalable du rituel, ou alors on peut le dire, oui, si, peut-être la veille, parce qu'il y a la préparation collective. Je ne vais pas remettre le diaporama, mais je peux vous montrer quelques petites photos que je dois avoir là sous la main. De petites photos qui parlent de la préparation du rituel. Alors, très rapidement, où est-ce qu'elles sont? Voilà, donc, vous voyez ici, c'est la veille du rituel. On a les enfants qui contribuent à la préparation des offrandes pour le lendemain. Là ils font des petites figurines de fromage. Ils sculptent. Et au cours de cette soirée, il y a le chanteur d'épopée qui est présent et qui pourra, s'il en a l'humeur, réciter un extrait d'épopée. Le lendemain, durant le rituel, on a, et puis ça c'était aussi, il y avait une photo que j'ai montrée qui le montrait également en action. On a ce chanteur d'épopée qui est ici, là, dans le coin, qui joue de son topchour et puis qui récite un chant censément être inspiré des esprits sur le moment.
Voilà donc un petit peu ce qu'il en est des légendes, des épopées dans ce contexte rituel contemporain. Merci, c'est vraiment très intéressant. Il y a tellement de choses à examiner et tout. Est-ce que ces chamans-là aussi se font une spécialité de faire des rituels, si on peut dire, pour des patrons, pour des sponsors, si on peut dire, individuels? Par exemple, des exorcismes ou des rituels pour écarter la malchance et tout? Ou plutôt, est-ce leur spécialité, c'est surtout d'aller chercher comme des parties de la personne, si on peut dire, qui sont égarées quelque part? Ou vous savez, vous savez un peu de Plutôt quoi? curatif. Ouais. Oui, oui, c'est ça, oui. Ah, alors, dans l'Altaï, c'est assez compliqué d'avoir accès à ce type de rituel, hein. Je le dis d'emblée, voire quasiment impossible. Au sein de l'Artiang, donc cette organisation religieuse, les personnes qui sont dotées de la capacité d'interagir avec les esprits, elles font plutôt des rituels qui seront purificateurs. Éventuellement, de la divination, avec différents artefacts, donc du génévrier, des omoplates, de moutons, des cartes, éventuellement. Et cette divination peut concerner le quotidien, c'est-à-dire dans quelles études se lancer, est-ce que la voiture que je veux acheter n'a pas un passif qui me serait potentiellement dangereux, ce genre de questions très, très pragmatiques. Et après, en ce qui concerne plutôt les rituels de cure, c'est pas trop au sein d'Artiang que j'ai pu les constater, mais plutôt exercés par les chamans qui exercent à titre individuel. Et là oui, c'est vraiment compliqué de pouvoir y assister puisque bon, bah, les personnes qui consultent généralement avec des gros soucis de santé. Et, et donc, elles ont des difficultés à accepter qu'une tierce personne soit là pour observer, enregistrer tout ce qui se dit. Et les chamans eux-mêmes sont des personnes compliquées à approcher, avec, qui ont un caractère bien trempé et auprès desquels il est assez difficile de mener une enquête. Donc, mais des rituels de cure ont lieu, à propos desquels j'ai pas écrit, j'ai assisté à très peu d'entre eux, du coup, du fait de ce que je viens de vous dire. Et du coup, puis en plus, c'est en langue altaïenne là, ça devient vraiment de la langue difficile d'accès, voire c'est marmonné. Même là, dans le cadre d'Artiang, l'officiant, le prêtre, si on peut l'appeler comme ça, il est seul. Il est seul loin de. Il est seul au milieu de l'espace rituel et il marmonne. Si, pardon. Il marmonne et on ne peut pas l'entendre de là où on est. Il faudrait vraiment être à côté de lui et seul son assistant est à proximité. Merci encore une fois, c'est vraiment très, très intéressant. Je vous en prie, merci à vous. Pardon pour le dérangement. D'autres questions? Oui, Oui, allez-y, Kembi. mais je viens d'envoyer un message
Bon, je suis d'origine coréenne, donc je suis contente de ne pas être la seule ce soir. Il me semble que la Corée, dont les origines sont, l'histoire en tout cas, se ramène au côté oralo-altaïque, il me semble que dans le chamanisme, il n'y a pas cette existence justement des trois mondes, ce qu'on appelle le monde du dessous, du milieu, du dessus. Et donc, je ne sais pas, peut-être que vous me confirmerez ou pas, sachant que effectivement, je m'intéresse beaucoup au chamanisme. D'une part parce que je pratique des soins chamaniques et que j'ai une formation un petit peu particulière, enfin j'ai une histoire un peu particulière parce qu'effectivement je suis d'origine coréenne, j'ai été adoptée, donc je n'ai pas du tout cette culture chamanique dans la mesure où, enfin en tout cas j'ai pas grandi avec cette culture-là dans la mesure, mais je sais que en Corée il existe beaucoup de chamans et notamment des femmes qu'on appelle des mudang. Voilà. Et c'est vrai que j'ai présenté 2 soutenances sur ce sujet d'un point de vue plus de la santé, puisque j'ai exercé le métier d'infirmière pendant 30 ans et là, je viens de valider un diplôme d'ingénieur de formation et j'aimerais réaliser ma soutenance, enfin, en tout cas, ma thèse de doctorat en rapport avec les effets du chamanisme et d'un point de vue plus au niveau de ce qui est de la formation. Alors, juste, Et Kimbi, il y a on a fait une soirée sur le chamanisme en Corée du Sud avec avec une chamane qui était en direct, avec une traductrice qui était présente aussi et qui nous a expliqué en détail Ouais. certaines caractéristiques. Vous allez sur le site de l'association, vous trouverez la vidéo. C'est celle-là où je suis, de la soirée de ce soir, c'est Alors, ça? vous marquez dans Google Arche, A-R-C-H, et ensuite vous marquez Himalaya, et vous allez tomber sur le site de l'association de l'Arche, l'association pour le rayonnement des cultures himalayennes. Ok, très bien. Je vais pousser ma curiosité. Et en allant sur le site, vous verrez, il y a les soirées enregistrées, et on a cette soirée enregistrée, comme celle-ci le sera d'ailleurs, avec cette chamane coréenne. Et alors, au mois de juin, si je ne me trompe pas, pendant quelques mois, le musée des explorations du monde de Cannes fait une grande exposition sur les chamans, et il va y avoir la Corée du Sud qui sera représentée avec des papiers crépons de couleur. Ça m'échappe le terme. Et puis on aura la tenue de la chamane. Et on aura la tenue de la chamane. Et avec son hanbok. Ok, mais je crois que Nancy Midal m'en avait parlé de ça, justement. Mais moi, en juin, je serai plutôt à un festival chamanique de Gangneung, en Corée du Sud. Oui, donc, ça dure de juin à octobre-novembre, hein, l'exposition à Cannes. Ah, d'accord, ok. Bah, j'y serai peut-être alors, parce que là, en fait, actuellement, je vis à La Réunion et je compte venir en métropole vers le mois de septembre-octobre. Donc, voilà. Parfait. Est-ce que vous pourriez mettre l'adresse du site dans la discussion? Comme ça serait plus facile. Oui, bien sûr. En fait, j'ai vu la conférence annoncée par une collègue sur justement Facebook, alors très utile. Réseaux sociaux. C'est ça, oui. Ah oui, qui est-ce qui a relayé sur Facebook, si c'est pas indiscret? Il faudrait que je regarde, que je retourne et tout. D'accord. C'est peut-être Charles, non, Charles n'est pas sur. Alors, comment on fait pour revenir? Je vous ai tous perdu. Voilà, vous êtes là, discussion. On va faire comme ça, coller. On envoie. Voilà. Copier-coller, hein. C'est la spécialité des étudiants. Merci. Et donc, si vous inscrivez sur le site, quand il y a des conférences de cette nature, vous serez systématiquement informé. Oui. Excellent, merci. Très bien, merci. En tout cas, c'est un très bon projet de réaliser une thèse de doctorat sur ce sujet. Oui.
Après, trouver un directeur de mémoire, enfin de recherche, ça devient beaucoup plus complexe, hein, puisque là, en fait, en validant mon master 2 d'ingénierie de formation, j'ai réalisé une étude justement sur les effets des soins chamaniques et notamment le tambour chamanique sur l'anxiété à La Réunion, avec les prémices justement d'un dispositif novateur de formation à cette pratique, qui pour moi est une pratique alternative. Et donc voilà, avec des effets c'était une étude mixte en fait, ce qui est quand même assez rare d'avoir une étude à la fois qualitative et quantitative sur ce sujet. Et ça montrait effectivement qu'il y avait un gain de points sur une ligne, la courbe linéaire, plus tous les effets, le rendu, je vais dire, qualitatif des effets des séances. Après juste seulement 10 minutes de séance, la richesse des expériences du vécu et les effets bénéfiques dans le domaine de la santé, que ce soit en addiction, que ce soit dans les troubles du sommeil, que ce soit des troubles du transit, que ce soit en fait la prise de conscience en fait des états de violence, d'agressivité, et ce qui fait que les personnes, ça donne l'impression qu'elles s'autorégulent elles-mêmes. Et donc voilà. Et cet après-midi, d'ailleurs, moi, je l'appelle sous le terme de voyage sonore, ça fait moins peur aux gens. Ça me permet d'entrer dans les institutions plutôt que de dire je fais des voyages chamaniques. Et cet après-midi, justement, j'ai intégré où j'anime une fois par mois. Donc là, le jeudi, auprès des étudiants de l'université du Tampon. Et j'étais en séance cet après-midi auprès de 8 jeunes et tous étaient souriants et c'est toujours des moments assez magiques. Voilà. Et vous parlez des voyages chamaniques, justement, Clément était au musée du Quai Branly le 6 décembre, puisque nous avions fait en préparation de l'exposition de Cannes une journée d'études sur les racines des chamanismes, puisqu'on l'élargissait, on voulait pas le cantonner à un chamanisme bien précis, et on prépare une journée d'études dans le même système sur les vols chamaniques. D'accord. Voyage de l'âme, vol chamanique. Donc c'est un colloque qui est en développement. On a une date, des lieux, des invités. Et donc affaire à suivre. Oui. Vous inscrivez sur le site, vous serez informé de la suite de cette affaire. Parfait. Je suis inscrite. Parfait. Plus d'autres questions? Il nous reste à vous remercier tous, enfin avant tout Clément pour son intervention, mais tous pour vos interventions aussi. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée pour les Européens et pour les Canadiens. Je sais plus trop. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Bonsoir à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Clément. Merci beaucoup Clément.